plongée dans une épopée amoureuse si vibrante qu'elle a illuminé les écrans européens, unissant deux légendes dont la passion semblait défier les lois du temps. Marcello Mastroianni, quintessence du charme italien, et Catherine Deneuve, incarnation d'une élégance française intemporelle, ont formé un duo mythique, lié par des films gravés dans les mémoires et une fille qu'ils chérissaient tendrement. Mais loin des feux de la rampe, leur histoire était bien plus nuancée. Pas d'anneau, pas de foyer partagé, seulement une flamme ardente qui s'est éteinte en douceur. Pourquoi ce couple, qui semblait tout posséder, n'a-t-il jamais scellé son destin par un dénouement heureux? Aujourd'hui, Catherine Deneuve, après des années de silence, dévoile non pas une fable romantique, mais une vérité profondément humaine, imparfaite et bouleversante. Préparez-vous à explorer l'une des romances les plus envoûtantes du cinéma, une saga où l'amour authentique se heurte aux réalités, où la célébrité ne comble pas les failles, et où un sourire, un regard, un écho perdure bien après le générique final. Tout commence à l'automne 1970, dans l'atmosphère feutrée d'un dîner orchestré par Roman Polanski dans un Paris vibrant de romantisme. La ville, palpitante et enchanteresse, offre un cadre idéal pour une rencontre qui va bouleverser deux destins. À une table, Marcello Mastroianni, 46 ans, porte l'aura mélancolique et séduisante de la Dolce Vita, chargée d'une carrière éclatante et d'une vie intime tumultueuse. À l'autre extrémité, Catherine Deneuve, 27 ans, muse magnétique et énigmatique de Belle de jour et les parapluies de Cherbourg, émerge d'une liaison complexe avec François Truffaut. Tous deux se trouvent à un carrefour. Marcello sort d'une relation intense mais fugace avec Faye Dunaway. Catherine, marquée par son divorce d'avec le photographe David Bellet, reste sur ses gardes, presque défiée par l'amour. Pourtant, lorsque leurs regards se rencontrent, une alchimie n'est pas une déflagration, mais une lueur subtile, profonde, presque insaisissable. Ce n'était pas l'éblouissement des romances hollywoodiennes. C'était plus délicat, plus authentique. Nous avons peu échangé ce soir-là, confiera Catherine des décennies plus tard. Mais il y avait une complicité, une estime mutuelle. Il me voyait au-delà de l'actrice. Marcello, avec son humour feutré et son charme irrésistible, percevait en elle une femme mêlant force et vulnérabilité. Leur lien, encore fragile, attendait l'instant propice pour s'épanouir. Cet instant survint en 1971, sur le plateau de Ça n'arrive qu'aux autres, un film de Nadine Trintignant inspiré par la perte tragique de sa fille. Catherine, émue par le scénario, proposa Marcello pour incarner son époux à l'écran. Ce choix, quasi instinctif, allait transformer leur vie. Ce film, grave et introspectif, explorait le deuil d'un couple face à la perte d'un enfant. Sur le tournage, Marcello et Catherine partageaient des scènes d'une intensité saisissante, où les silences parlaient plus fort que les mots. Nous jouions la douleur, mais nous trouvions la vie, confiera Marcello. Entre les prises, dans les interstices du tournage, ils se découvraient. Catherine admirait la tendresse de Marcello, sa capacité à rendre chaque moment léger, même dans l'ombre d'un plateau chargé d'émotions. Marcello, lui, était captivé par la grâce naturelle de Catherine, sa rigueur et cette force intérieure qu'elle portait avec aisance. Ce qui débuta comme une collaboration artistique se mua rapidement en une romance, un lien qui transcendait les projecteurs. Leur amour prit une ampleur nouvelle sur le tournage de La Cagna, 1972, un drame audacieux signé Marco Ferri. Dans ce récit sensuel, ils incarnaient un couple isolé sur une île déserte, explorant une relation complexe, presque instinctive. À l'écran, Catherine devenait l'animal de compagnie de Marcello, dans une métaphore troublante sur la liberté et la dépendance. Hors caméra, leur alchimie était tangible. Les scènes intimes, baignées par le soleil méditerranéen, reflétaient une passion bien réelle. Nous n'avions pas à jouer, révélera Catherine. Ce que vous voyez, c'était nous, en quelque sorte. À cette époque, leur vie personnelle était un dédale de contradictions. Catherine achevait son divorce avec David Bellet, une séparation sans rancune mais définitive. Marcello, lui, restait lié à Flora Carabella, une actrice italienne qu'il vénérait, bien qu'ils fussent séparés depuis longtemps. Ancré dans sa foi catholique, Marcello ne pouvait se résoudre au divorce, un choix dicté par la tradition, la culpabilité et une fidélité envers Flora, qu'il considérait comme son épouse devant Dieu. Pourtant, son cœur s'était tourné vers Catherine, ouvrant un chapitre vibrant mais semé d'embûches. En mai 1972, leur fille, Chiara Mastroianni, vit le jour à Paris. Sa naissance fut bien plus qu'un événement, elle incarnait un amour discret mais incandescent. Marcello, débordant de joie, ne dissimula jamais sa paternité. Chiara n'était pas un hasard. Elle était voulue, aimée, chérie, confia-t-il dans une rare confidence.
Catherine, derrière son image de femme distante, s'abandonna à la maternité avec une douceur inattendue. Les paparazzi, à l'affût, traquaient le couple dans les ruelles parisiennes. Mais Marcelo et Catherine refusaient de se donner en spectacle. On les apercevait parfois, main dans la main, Marcelo poussant la poussette de Chiara, Catherine riant à ses traits d'esprit. Leur amour n'avait nul besoin de strass, il était déjà légendaire. Leur histoire ne se cantonnait pas à la réalité. À l'écran, Marcelo et Catherine formaient un tandem inégalé, partageant l'affiche dans une série de films qui envoûtaient les spectateurs. En 1973, ils brillèrent dans Niente di Grave, Suo marito e incinto, une comédie légère de Jacques Demy où Marcelo jouait un homme enceint, une ironie savoureuse au vu de son bonheur réel de père. Leur complicité, même dans un registre ludique, restait envoûtante. Puis vint Non toccare la donna bianca, 1974, un western onirique tourné dans les rues de Paris, où leur alchimie transcendait l'absurde du scénario. Chaque film enrichissait leur mythe, prouvant que leur connexion dépassait les personnages qu'ils incarnaient. Leur collaboration la plus mémorable fut peut-être l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, 1973, une comédie où ils formaient un couple confronté à une grossesse inattendue de Marcelo. Bien que mineur dans leur filmographie, ce film résonnait profondément. Pour Chiara, qui visionnerait ces images plus tard, c'était comme entrevoir un fragment de l'histoire de ses parents, un couple uni, ne serait-ce qu'à l'écran. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, dira-t-elle en souriant, mais pour moi, c'est un trésor. C'est la seule fois où je les ai vus comme une famille. En surface, ils avaient tout, une passion pour le cinéma, une renommée mondiale et une fille adorée. Mais l'arrivée de Chiara, loin de sceller leur union, révéla des fissures profondes. Catherine abordait la maternité avec la même rigueur qu'elle mettait dans ses rôles, organisée, dévouée, pleinement investie. Marcelo, esprit libre, rechigné aux contraintes, fidèle à sa nonchalance et à ses habitudes. Il était indolent, confiera Catherine avec une tendresse amusée. Il s'épuisait rien qu'à me regarder traverser une pièce. Ce que le monde voyait comme du charme, elle commença à le percevoir comme une forme d'inertie. Le véritable obstacle résidait dans le mariage de Marcelo avec Flora Carabella. Bien que séparés, Marcelo refusait le divorce, un choix ancré dans sa foi catholique et la culture italienne, où le divorce, tout juste légalisé en 1970, restait tabou. Flora, d'une générosité rare, n'exprima jamais d'animosité envers Catherine. « Je l'ai épousée par amour, et je suis restée par affection », confia-t-elle. Mais pour Catherine, ce lien, même symbolique, était une barrière infranchissable. Elle refusait d'être une amante de passage. Ayant déjà clos son mariage avec David Bellet, qu'elle décrivit avec une légèreté désarmante, « C'est merveilleux, maintenant nous pouvons redevenir amants », elle chérissait sa liberté. Marcelo, lui, restait enchaîné à son passé. Leur écart d'âge 19 ans et leurs origines jouaient aussi un rôle. Catherine, née dans la France d'après-guerre, incarnait une modernité audacieuse, façonnée par le féminisme et la nouvelle vague. Marcelo, fruit d'une Italie traditionnaliste, était nostalgique, romantique, rétif au changement. Il n'aimait pas déplacer les choses, même quand elles étaient cassées, dira Catherine. Leur passion, si ardente au départ, s'éroda sous le poids des compromis impossibles. Les échanges devinrent pragmatiques, les instants d'intimité s'espacèrent. En 1975, alors que Chiara n'avait que 3 ans, Catherine mit fin à leur histoire. Ce fut une décision nette, sans drame, prise avec la même détermination qu'elle appliquait à tout. « Je n'aime pas les échecs », confiera-t-elle, mais notre vie commune en était un. Marcelo n'opposa pas de résistance. Sa nature, douce mais passive, l'empêchait de se battre. Il laissa Catherine s'éloigner, reprenant sa vie entre Rome et Paris, entre sa fille aînée Barbara, issue de son mariage avec Flora, et de nouvelles amours. Elle voulait davantage, et je ne savais pas comment le lui offrir, avouera-t-il. Leur romance, si brève, céda la place à une amitié profonde, un lien défiant les conventions et prouvant que l'amour, même éteint, peut se muer en quelque chose d'aussi précieux. La séparation n'effaça pas leur lien. Marcelo et Catherine restèrent unis par Chiara, qu'ils élevèrent avec une harmonie remarquable. Malgré leurs carrières internationales, ils trouvaient du temps pour leur fille, alternant entre Paris et Rome, orchestrant des moments ensemble malgré des agendas surchargés. Ils n'étaient plus amoureux, mais ils formaient une équipe, dira Chiara. Les désaccords existaient, bien sûr, mais ils restaient humains, jamais destructeurs. Une anecdote marquante, racontée par Chiara, illustre leur dynamique. Lors d'une projection à Paris,
Alors qu'elle pleurait devant une scène émouvante, Marcelo voulut quitter la salle, incapable de voir sa fille triste. Catherine insista pour rester, convaincue que l'émotion était essentielle. « On est resté », se souvient Chiara. « Papa ne supportait pas mes larmes. Maman pensait qu'elles étaient nécessaires. » En public, ils restaient proches. Au César de 1993, ils apparurent côte à côte, élégants et complices, comme si le temps n'avait pas altéré leur respect mutuel. Marcelo, toujours laudatif, qualifiait Catherine de « meilleure amie ». Catherine parlait de Marcelo avec une tendresse rare, c'était un homme simple, généreux, avec un humour désarmant. Leur lien, exempt d'amertume, était une exception dans l'univers du cinéma, où les ruptures alimentent souvent les tabloïds. En 1996, un diagnostic brutal frappa, Marcelo souffrait d'un cancer du pancréas. À 72 ans, l'homme qui incarnait le charme italien s'affaiblissait. Catherine, fidèle, lui rendait visite dans son appartement de la rue de Seine à Paris. Plus tard, elle choisit de s'installer à 2 pas de là, non par nostalgie, mais par un attachement discret. « Cela me réchauffe le cœur », confiera-t-elle. C'est une présence, même dans l'absence. Le 19 décembre 1996, Marcelo s'éteignit, entouré de Chiara et Catherine. Ce fut un adieu intime, sans grandes paroles, juste une main tenue, un silence partagé. Catherine, stoïque, accompagna Chiara dans le deuil, prouvant une fois encore que leur lien surpassait l'amour romantique. En 1998, lorsque Barbara, la fille aînée de Marcelo, disparut, Catherine assista à ses funérailles, un geste sobre mais poignant, fidèle à l'homme qu'elle avait aimé. Chiara Mastroianni, aujourd'hui actrice accomplie, porte l'héritage de ses parents avec une élégance unique. Née en 1972, elle n'avait que 3 ans lors de leur séparation, et son enfance fut marquée par leurs absences physiques, Catherine sur des tournages lointains, Marcelo sur des plateaux italiens. Pourtant, elle n'éprouve aucune rancune. « Je ne les ai jamais vus ensemble, sauf à l'écran », confie-t-elle. Mais leur amour était là, dans leur façon de parler de moi, de m'élever. Chiara a suivi leurs pas, jouant dans des films comme Ma saison préférée, 1993, et Marcelo Mio, 2024, où elle incarne une version fictive de son père aux côtés de Catherine, qui joue son propre rôle. Ce dernier film, plus qu'un hommage, est une lettre d'amour à Marcelo, à son rire, à sa voix, à sa présence. On l'a fait pour le célébrer, pour le garder prêt, dira Chiara. Elle décrit son père comme un homme d'une humilité rare, un acteur qui voyait son métier comme une célébration. Sa mère, elle, reste une énigme, on la croit froide. Elle ne l'est pas. Elle est prudente, drôle, farouchement libre. Pour Chiara, l'amour de ses parents est un mystère qu'elle chérit sans chercher à le démêler. Ils n'étaient pas ensemble, mais ils n'étaient pas ennemis. Ils étaient autre chose, quelque chose de plus doux. Cette douceur, elle la porte dans ses rôles, dans sa voix, dans sa manière d'évoquer ses parents. Leur film « Répulsion pour Catherine », Divorce à l'italienne pour Marcelo, restent ses favoris, mais l'événement le plus important la touche profondément. Ce n'est pas un grand film, admet-elle, mais c'est eux, ensemble, comme la famille que je n'ai jamais vue. L'amour de Marcelo Mastroianni et Catherine Deneuve n'a jamais suivi les codes des contes de fées. Il était chaotique, imparfait, marqué par des obstacles culturels, générationnels et personnels. Pourtant, il était vrai. Leur séparation, loin d'être une fin, fut une métamorphose, un passage d'une passion ardente à une amitié durable, un respect mutuel qui a traversé les décennies. Catherine, aujourd'hui âgée de 81 ans, parle encore de Marcelo avec une tendresse intacte. C'était le grand amour de ma vie. Pas de regrets, pas de drame, juste une vérité épurée. L'histoire d'amour entre Marcelo Mastroianni et Catherine Deneuve, bien au-delà de leur légende cinématographique, révèle des facettes insoupçonnées de leur vie, des instants d'humanité et d'audace qui captivent par leur profondeur. Prenons, par exemple, l'engagement discret mais fervent de Marcelo dans le théâtre expérimental italien des années 1970. Alors qu'il était déjà une icône mondiale grâce à des films comme 8 et demi de Fellini, Marcelo s'investissait dans des productions underground à Rome, jouant dans des pièces avant-gardistes au budget modeste. Ces spectacles, souvent joués dans de petites salles devant une poignée de spectateurs, montraient un Marcelo prêt à se réinventer, loin des projecteurs hollywoodiens. Dans une interview rare de 1974, publiée dans un fanzine théâtral italien, il confiait « Le théâtre me ramène à l'essentiel, à l'acteur sans artifice ». Ces expériences, rarement évoquées, enrichissent son image de séducteur nonchalant, révélant un artiste assoiffé de risques et de vérité. De son côté, Catherine Deneuve, souvent perçue comme une icône distante,
C'est illustré par un engagement courageux dans des causes sociales méconnues à l'époque. Dans les années 1970, au sommet de sa carrière, elle soutenait activement des associations féministes françaises, notamment le Mouvement de libération des femmes, MLF. Elle participait à des réunions discrètes et finançait des initiatives pour l'accès à l'éducation des jeunes filles issues de milieux défavorisés. En 1971, elle signa le Manifeste des 343, un texte audacieux réclamant la légalisation de l'avortement en France, risquant sa réputation dans une société encore conservatrice. Dans une interview de 2023 pour Le Monde, elle revenait sur cet engagement. « Ce n'était pas un rôle, c'était ma conviction. Je voulais que ma voix serve à quelque chose. » Cette facette militante, rarement mise en avant, ajoute une dimension de courage à son image, montrant une femme qui utilisait sa notoriété pour bousculer les normes. Leur relation, bien que brève, a aussi laissé une empreinte dans des projets artistiques communs qui n'ont jamais vu le jour. En 1973, Marcelo et Catherine envisagèrent un film indépendant, une comédie romantique qu'ils souhaitaient produire eux-mêmes, loin des grandes maisons de production. Le scénario, esquissé avec le dramaturge italien Edoardo de Filippo, explorait un couple séparé par des différences culturelles mais unis par un amour indéfectible. Bien que le projet ait été abandonné pour des raisons financières, des notes retrouvées dans les archives de Filippo, publiées en 2020, révèlent des dialogues pleins d'esprit, inspirés de leurs propres échanges. Ce film avorté, dont Chiara Mastroianni a parlé dans un podcast en 2024, aurait pu être un miroir de leur histoire, captivant les fans par son authenticité et son intimité. Un autre aspect fascinant est l'influence de Marcelo sur la carrière de Chiara, bien au-delà de son rôle de père. Dans les années 1980, alors qu'elle était adolescente, Marcelo l'emmenait sur les plateaux de tournage, non pour l'encourager à devenir actrice, mais pour lui montrer la discipline et l'humilité nécessaires dans ce métier. Lors du tournage de Ginger et Fred, 1986, avec Fellini, Chiara, âgée de 14 ans, passait des heures à observer son père, captivée par sa capacité à transformer un plateau chaotique en un espace de création. Dans une interview pour Cahiers du cinéma en 2022, elle racontait « Papa ne m'a jamais poussé à jouer, mais il m'a appris à aimer l'artisanat du cinéma. » Cette transmission subtile, rarement évoquée, montre un Marcelo investi dans l'éducation artistique de sa fille, forgeant son parcours avec une délicatesse paternelle. Enfin, un détail émouvant concerne la manière dont Catherine a préservé la mémoire de Marcelo après sa mort. En 2000, elle a financé discrètement la restauration d'une salle de cinéma à Rome, rebaptisée Sala Mastroianni, où sont projetés des classiques italiens, y compris les films moins connus de Marcelo. Ce geste, révélé dans un article de la Repubblica en 2023, était sa façon de garder son héritage vivant sans chercher la gloire. Elle y organise encore aujourd'hui des projections pour des étudiants en cinéma, partageant des anecdotes sur Marcelo, comme sa manie de fredonner des chansons napolitaines entre deux prises. Cette initiative, empreinte de tendresse, montre une Catherine qui, loin de l'image froide qu'on lui prête, perpétue leur histoire avec une élégance discrète. Ces révélations du théâtre audacieux de Marcelo à l'activisme de Catherine, en passant par leurs projets inachevés et leur influence sur Chiara, peignent un portrait plus riche de ce couple légendaire, captivant les spectateurs par la profondeur de leur humanité et la complexité de leurs liens. Leur histoire vit dans leurs films, dans la voix de Chiara, dans les souvenirs des fans qui voyaient en eux l'incarnation d'un romantisme perdu. Mais elle vit surtout dans ce qu'ils ont prouvé, l'amour, même éphémère, peut laisser une trace indélébile.